Le président de la transition a donné son point de vue sur la situation nationale, la candidature de l'épouse de l'ancien président, l'éclatement des partis politiques. Il a apporté des propositions afin de résoudre la crise. L'opposition guinéenne mobilise la population pour dénoncer les conditions de vote. En 2 semaines, ce genre de manifestation a fait 1 mort et une trentaine de blessés. Le gouvernement syrien continue de bombarder les villes où sont retranchés les insurgés. La Turquie soigne les blessés et devra publier les résultats d'analyse attestant l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement. Les temps forts dans le journal. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette édition française. Arrivé au pays ce matin, le président de la transition, Ndjerini Rajoelina, a commenté sa rencontre avec le pape François Ier. Il a également émis son point de vue sur la candidature de l'épouse de l'ancien président et l'éclatement de son parti politique. Les détails avec Mura Arnien, Fendran Djemalal et les commentaires de Nathalie Léabi. Malgré l'emploi du temps chargé jusqu'au mois d'août du pape François Ier, le président de la transition Ndjerini Rajoelina et son épouse ont été quand même reçus par le premier responsable de l'Église catholique. Le président de la transition est donc le premier président africain reçu au Vatican par le pape après son pontificat. De retour au pays, Ndjerini Rajoelina a commenté sa visite et son soulagement après avoir discuté et s'être confié au pape François Ier sur la situation de la vie politique à Madagascar. Dans ses propos, plusieurs points ont été relatés avec le premier responsable du Vatican. La vie politique à Madagascar sombre dans le brouillard. Il est important, selon le président de la transition, de solliciter une prière pour la population malgache, la nation, et que la confiance, la fraternité et surtout la paix prône dans les pensées de tous les Malagasy. Il a également émis des commentaires sur le nombre des candidats et soulève la question « Est-ce la solution pour sortir de la crise ?» a-t-il ajouté. Il a aussi rappelé le non-respect des conventions sur la candidature de l'épouse de l'ancien président. Cette candidature est semblable comme si l'ancien président lui-même se présentait, a-t-il ajouté. J'aurais pu proposer Mial Rajoelina, mon épouse, comme candidate dans les prochaines élections et elle serait élue, a-t-il aussi annoncé. Mais l'avenir de la nation n'est pas un jeu. Le peuple malagasy doit savoir qu'il y a eu une signature de convention sur le plan humanitaire et un engagement à ne pas faire de politique. Demain, il sera porté à la connaissance du président de la Troïka une solution sur ce non-respect de cette convention. Le président de la transition, Ndjerini Rajoelina, a émis sa déception et sa peine face à la séparation de ses partisans. 7 sont le nombre de candidats de même conviction qui vont se présenter aux prochaines élections. Il remarque que c'est la soif du pouvoir qui prédomine l'amour de la patrie. Enfin, il a annoncé que des directives seront mises en place, des conventions de paix pour Madagascar, car en ce moment, a-t-il ajouté, il y a des confusions dans la politique et la population est craintive quant à ces élections. Il rappelle également que ce sont les politiciens sans distinction de parti, qui sont les premiers responsables de la vie de la population. Les politiciens doivent donc prendre en compte et assurer et à ne pas bouleverser la vie de la population. Des élections sans incident permettront à Madagascar de sortir de cette crise. Et puis, élection toujours. Avant, pendant et après le scrutin, les forces de l'ordre assurant le maintien de la sécurité. Les directives vont être appliquées. Pour la ville d'Antananarivo, les zones sensibles et les centres commerciaux seront surveillés de près. Ansra Koutumanen et Nathalie Léabi. Les élections doivent être maintenues en respectant l'état de droit et la paix, a souligné le numéro 1 du CIRGM, le colonel Rakutmahan Florence. La date du 3 mai, jour de l'annonce officielle de la liste des candidats à la présidentielle, les forces de l'ordre et la CES vont assurer à ce que cela se déroule sans incident. Les mots règles doubleront de vigilance pendant tout le déroulement des élections à venir. Une réunion des OMC internationales dirigée par le Premier ministre sur le maintien de l'ordre et des directives vont être mises en place. Pour la ville d'Antananarivo, des endroits, les zones sensibles et les centres commerciaux seront surveillés de près afin qu'aucun incident ne soit provoqué. Un renforcement de la sécurité sera mis en place. Aussi, des numéros verts, le 017 ou le 119, peuvent être joints à tout moment pour tout renseignement susceptible d'informer ou d'avertir les forces de l'ordre.
Une délégation de la SADC est arrivée au pays, composée entre autres de Simao et de Chissano. Joachim Chissano a expliqué que le nombre des candidats au présidentiel n'est pas une nouveauté pour lui. Il ne devrait pas être une entrave à la tenue des élections. Il a pris l'exemple de la République démocratique du Congo avec ses 33 candidats en lice. Chissano n'a apporté aucune explication sur la candidature de la Laura Van Manen et Didier Ratsirek. C'est à la CES, organisme indépendant, d'en décider selon lui. L'utilisation du bulletin unique ne devrait pas être une entrave également aux élections, a-t-il ajouté. Il attend donc la liste officielle des candidats publiée par la CES et les résultats du dialogue initié par la SADC. Et puis les candidats aux élections présidentielles doivent signer 8 engagements proposés par le Bianco. Les engagements signés par les candidats, les partis politiques et différents organismes. Parmi ces engagements, le respect de l'état de droit, de la liberté et de la justice, le respect du FIAVANAN, être un modèle d'intégrité et d'honnêteté dans l'exercice du mandat, notamment à faire spontanément une déclaration annuelle du patrimoine au plus tard 3 mois après la prise de fonction. La plupart des candidats ont adhéré à ces propositions et ont tout de suite signé. Et puis cap sur Mbiloubé, dans ce district, un guichet unique pour le service des douanes, du domaine et de la topographie vient d'être ouvert. L'inauguration a eu lieu hier par le vice-premier ministre Adjon Djenenarvelu. Le compte rendu de l'Antmal Al-Assad. 202 millions d'ariars est le fonds alloué par la vice-primature en charge du développement pour la construction du nouveau bâtiment administratif qui abrite les locaux des services du domaine et de la topographie d'Mbiloubé. Chose due, chose promise, puisque l'inauguration s'est tenue hier en la présence du vice-premier ministre Adjon Djenenarvelu. Dans son allocution, il a remercié la responsabilité de tout un chacun, surtout l'association des maires du district d'Mbiloubé. 1020 certificats fonciers ont été distribués parmi les 13 000 de toute la région de Diana. Une stèle pour les femmes du 8 mars a été inaugurée, ainsi que la réception de l'EPP d'Antsiranana. Et puis à l'étranger, les Guinéens sont descendus dans la rue aujourd'hui dénoncer les conditions de vote. Ces 2 dernières semaines, les manifestations de l'opposition ont fait 1 mort et une trentaine de blessés, dont certaines par balles. La situation sur place. C'est dans un climat tendu que l'opposition guinéenne est descendue à nouveau dans la rue ce jeudi. Derrière ses leaders, elle dénonce les conditions de vote aux prochaines élections législatives fixées unilatéralement par le président au 30 juin prochain. Il n'y a pas de dialogue dans ce pays. Les interpellations que nous faisons par les médias à l'endroit des autorités ne sont pas entendues. Nous n'avons pas d'autre choix que de recourir à ces manifestations monstres pour que l'État comprenne, pour que le gouvernement comprenne. Vous voyez cette marée qui est en train de se constituer. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir que notre mot d'ordre a été bien entendu par la population de Conakry. Dès le début de la manifestation, des échauffourées ont lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Ces 2 dernières semaines, les manifestations de l'opposition ont fait 1 mort et une trentaine de blessés, certains par balle. Cette fois, la tension est montée d'un cran avant même le début du défilé sur la question du parcours du cortège. Nous demandons aux organisateurs de prendre toutes les dispositions pour que la loi, notre constitution, la loi qui est là, soit respectée. Le nouvelle qu'on va donner, c'est compte tenu de la sécurité du citoyen, c'est extrêmement important. En début de semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré inquiet de l'instabilité en Guinée. Il appelle le pouvoir et l'opposition au calme. Puis en Syrie, dans les villes des insurgés, les bombardements continuent. La Turquie accueille les blessés syriens et devra publier les résultats d'analyse prouvant que le gouvernement a bien utilisé des armes chimiques. Le président Bachar el-Assad, lui, a saisi l'occasion de la fête du travail pour faire une apparition à la télévision publique. Reportage.
À l'occasion de la fête du travail et soucieux de montrer un semblant de normalité dans le pays, le président syrien a effectué une sortie publique, la première depuis le 20 mars, dans le centre de Damas. Sous l'œil bienveillant des caméras de la télévision officielle, il a visité la centrale électrique des Omeyyades dans le parc Teshrin, félicité les ouvriers sur place et souhaité une bonne fête à tous les travailleurs de Syrie. Face à un groupe d'entre eux, il a redit en quelques mots, sur le ton de la confidence, l'essentiel de sa stratégie. Nous ne nous laisserons pas effrayer. Vous avez vu hier la réaction des gens à Damas. Il y a eu une manifestation spontanée alors qu'il pouvait y avoir une deuxième voiture piégée. Nous allons relever le défi qui est avoir peur ou pas. Ils veulent que nous vivions sous terre. Nous ne le ferons pas. Nous voulons vivre sur terre et nul ne meurt qu'à son heure. Le jour même, dans un quartier d'Alep, la population tentait justement de fuir cette heure. Terrorisés par les tirs de snipers, les gens couraient dans tous les sens à la recherche d'un endroit où s'abriter. Les villes de Salha et de Sakba dans la Routa de Damas étaient soumises, elles, aux bombardements aériens. Et à Homs, où l'armée a encore resserré son étau autour des rebelles, la population continuait d'extirper de sous les décombres les corps des victimes du châtiment collectif en cours. En Turquie, qui accueille des blessés syriens, on attend toujours les résultats d'analyse attestant que certains d'entre eux ont été exposés à des gaz chimiques, preuve que le régime a dépassé une ligne rouge fixée par les lois internationales. Avancée de l'enquête sur l'attentat du marathon de Boston. Et puis, un prisonnier indien a été tué au Pakistan après 16 ans de détention. Cette situation a ravivé les tensions entre l'Inde et le Pakistan. D'autres actualités dans le monde en bref. Nouvelle tension entre l'Inde et le Pakistan. C'est la mort d'un espion indien qui en est à l'origine. Sarabjit Singh était incarcéré depuis 16 ans dans une prison pakistanaise. Il avait été condamné à mort pour terrorisme. Battu la semaine dernière par des co-détenus, il avait dû être hospitalisé. Le Premier ministre indien parle d'attaques barbares et réclame des explications. Sur cette photo à droite, l'un des suspects des attentats du marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, pose avec deux amis kazakhs qui viennent d'être arrêtés avec un troisième étudiant à Boston. Les trois garçons sont accusés d'entrave à la justice. 3 jours après le drame, ils avaient récupéré dans la chambre de leur ami son ordinateur et un sac à dos contenant notamment des feux d'artifice. Leurs avocats ont expliqué qu'ils voulaient protéger Dzhokhar Tsarnaev. Ils encourent jusqu'à 8 ans de prison. L'affaire Guéant enfle en France. L'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy se défend d'avoir blanchi de l'argent. La police a découvert qu'il avait reçu 500 000 € de l'étranger au cours d'une perquisition dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. La Libye pourrait avoir financé cette campagne dont Claude Guéant était le directeur. Celui-ci affirme que les 500 000 € proviennent d'une vente de 2 de ses tableaux du XVIIe siècle. 12 secondes d'images exceptionnelles, une éruption à la surface du Soleil, captée mercredi par la NASA. Ces vagues géantes ont envoyé dans l'espace des milliers de particules que les scientifiques américains soupçonnent d'entraîner des perturbations temporaires sur les télécommunications de notre planète. Déjà assuré de remporter le championnat allemand, s'impose face au mythique FC Barcelone. Les Munichois, qualifiés en finale, ne contiennent plus leur joie. C'est pas génial? C'est fantastique. C'est clair qu'on allait gagner. Qui d'autre que nous? Incroyable. C'est un sentiment incroyable de gagner comme ça au Camp Nou 3-0. Ce n'est pas tous les jours contre le Barça. Les Bavarois retrouveront à Wembley le Borussia Dortmund pour une finale 100% allemande. Encore incrédule, l'entraîneur du Bayern savoure sa victoire. On ne s'attendait pas à un tel résultat contre Barcelone. On n'aurait jamais pu imaginer 4-0 à l'aller et maintenant 3-0 chez eux. Pour l'équipe du Barça, privée de son meilleur joueur Lionel Messi, c'est la douche froide. La pire défaite de l'histoire du club en Ligue des Champions, mais l'entraîneur Tito Vilanova minimise cette déroute. Le Bayern de Munich a pu aligner tous ses joueurs. Nous avons sans certains de nos éléments clés.
Mais je suis convaincu que notre équipe est toujours excellente. Une chose est sûre, ce score sans appel consacre le retour des clubs allemands sur le devant de la scène. Un football qui allie les performances sportives à la bonne santé économique de ces clubs, peut-être la nouvelle domination du football européen pour les prochaines années. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Bonne fin de soirée à tous sur la TVM. Au revoir.